Bienvenue dans Écho de l'Histoire, le podcast qui plonge au cœur des événements qui nous ont façonnés. Aujourd'hui, on s'attaque à un géant, une période de 10 ans qui a redéfini le mot « changement », la Révolution française. Bonjour Alex, c'est bien plus qu'une histoire française, n'est-ce pas? Ah oui. C'est une véritable onde de choc qui a ébranlé toutes les monarchies d'Europe et dont les répliques, se font encore sentir aujourd'hui. Absolument. Alors, Julien, transporte-nous en 1789. La France de Louis XVI, c'est quoi? Pas-nous un peu le tableau. Alors, imagine une cocotte minute. La structure sociale, c'est la pression qui monte depuis des siècles. D'accord? Vous avez une immense majorité, le tiers-état, qui travaille et qui paye des impôts écrasants. Et juste à côté, une toute petite minorité, la noblesse et le clergé, qui jouit de tous les privilèges. Oui. Et le feu sous la marmite, c'est la crise financière, l'État est en banqueroute. Et le couvercle est complètement bloqué. Le roi Louis XVI, il tente des réformes, mais les privilégiés, refusent de payer. C'est ça. Il est acculé et il décide de faire quelque chose qui n'avait pas été fait depuis 175 ans. Il convoque les États généraux. Et c'est là que tout bascule. Pour préparer cette assemblée, on invite les Français à écrire leurs plaintes dans les cahiers de doléances. Waouh, C'est comme si on ouvrait la plus grande boîte à suggestions du monde, vraiment. c'est fou. Et le message est limpide. Nous voulons la justice fiscale et la fin des privilèges. La parole se libère et très vite, l'action suit. Le 20 juin 1789, c'est le fameux serment du jeu de paume. Oui, Un acte d'une audace politique inouïe. c'est plus que de l'audace, c'est un détournement du pouvoir. Carrément. Ces députés, ils sont enfermés dans une salle de sport, et là, ils se proclament Assemblée nationale et jurent de donner une constitution à la France. D'accord. En gros, ils disent au roi, « Sire, le pouvoir ne vous appartient plus, il appartient à la nation !» Et le peuple de Paris, lui, il entre en scène de manière fracassante. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Ce n'est pas qu'une simple émeute, c'est un tremblement de terre symbolique. Exactement. On ne détruit pas une prison, on abat un symbole de l'arbitraire royal. Oui. À ce moment-là, la révolution n'est plus l'affaire de quelques députés, elle appartient au peuple. C'est ça. Et elle ne s'arrêtera plus. Mais cette belle unité des débuts, elle ne dure pas. Non. La Révolution entre dans une phase beaucoup plus sombre et complexe, n'est-ce pas? Oui, parce que la révolution doit se battre pour survivre. Elle est en guerre contre l'Europe entière. Et à l'intérieur, vous avez des régions entières qui se soulèvent, comme en Vendée. D'accord. Dans ce climat de paranoïa, la monarchie est abolie et la Première République est proclamée en septembre 1792. Ok. Mais c'est une république assiégée. Et pour la défendre, ses leaders vont déchaîner la terreur. 1793-1794. Ce mot seul, ça glace le sang. Comment on en est arrivé là? Alors, c'est la grande question qui hante les historiens. Le gouvernement, dominé par les Jacobins et une figure comme Robespierre, l'incorruptible, pense que seule une dictature de salut public peut sauver la patrie. D'accord. Alors, ils suspendent les libertés pour, disent-ils, mieux défendre la liberté. Et l'instrument de cette politique, c'est la guillotine, qui tourne à plein régime. Oui, elle tranche la tête du roi, de la reine, puis des nobles, des prêtres et finalement des révolutionnaires. C'est ça? Même le charismatique Danton qui criait « de l'audace, encore de l'audace », il passe. C'est tout le paradoxe tragique de la terreur. On instaure des tribunaux d'exception où on est à peine jugé. La suspicion est partout. Waouh. Mais en même temps, c'est durant cette période que l'esclavage est aboli pour la première fois. Ah oui, c'est vrai. La Révolution, c'est un monstre à deux têtes. Une qui regarde vers les idéaux les plus nobles, l'autre vers la barbarie. Finalement, la spirale de la violence s'emballe tellement que la Révolution dévore son propre architecte. Oui. Robespierre est arrêté et guillotiné. La terreur prend fin et elle laisse une France exsangue. Totalement exsangue. Le pays n'aspire qu'à une seule chose, le calme et la stabilité. C'est la période du Directoire, un régime républicain bourgeois, mais qui s'avère faible, corrompu et incapable de panser les plaies du pays. Et dans ce vide politique va s'engouffrer un homme. Forcément. Un jeune général au talent militaire foudroyant, auréolé de gloire par ses campagnes d'Italie et d'Égypte, Napoléon Bonaparte. Il est le môme que tout le monde attendait, sans le savoir. Oui. Il représente l'ordre, l'autorité, la grandeur. Il est, le 9 novembre 1799, par un coup d'État, il renverse le Directoire et met un point final à 10 ans de chaos révolutionnaire. On part d'un roi absolu pour arriver quelques années plus tard à un empereur. Oui. On pourrait y voir un échec total. Ce serait une erreur, parce que rien, plus rien ne sera jamais comme avant. D'accord. Napoléon a bien beau être un despote,
mais il est aussi l'héritier de la Révolution. Il va consolider ses acquis, l'égalité devant la loi avec le Code civil, l'organisation administrative avec les préfets, les lycées. D'accord. L'Ancien Régime, lui, est bien mort et enterré. L'héritage est donc immense. La Déclaration des droits de l'homme, l'idée que le peuple est souverain, ce sont les fondations d'un autre monde politique moderne. Exactement. La Révolution française, avec toute sa grandeur et sa fureur, Oui. eh bien, elle a été le laboratoire, un peu douloureux, de la modernité. Et elle nous laisse avec une question complexe, une question qu'on vous laisse méditer. Pour qu'une société se transforme profondément, est-ce que la violence est une phase inévitable ou est-ce qu'elle trahit toujours les idéaux qui l'ont déclenchée ?